خواتي وخواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازل في اللون والسلام عليكم mesdames et messieurs bonsoir c'est le rendez-vous tant attendu ça fait plusieurs semaines que des commentaires dans vos commentaires que dans vos questions dans vos messages privés vous l'avez tous réclamé lui oui Mohamed Sifaoui le journaliste franco-algérien auteur de plusieurs enquêtes parues récemment sur les dessous de la crise entre Alger et Paris, des enquêtes qui ont soulevé une énorme tempête. Lui, l'homme dont on accuse qu'il est devenu aujourd'hui, à son corps défendant, l'un des éléments déclencheurs ou aggravants de cette crise. Mohamed Sifaoui, ça fait plusieurs semaines qu'on devait faire cette émission avec lui. On a attendu qu'il termine son travail d'enquête d'investigation. Il y a eu des révélations, il y a eu des rebondissements, il y a eu énormément d'événements. Aujourd'hui, c'est le moment de faire le point sur tout ce qui s'est passé et d'essayer d'analyser ce qui risque de se passer. Mohamed Sifaoui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. L'air est un peu grave, tu as l'air un peu très grave. Est-ce que... Non, pas spécialement. En tout cas, les gens t'attendaient impatiemment. J'en suis ravi. Je n'ai rien fait d'autre que mon travail. Pour être précis, je suis revenu au sujet algérien parce que c'est un sujet que je traite par intermittence avec l'islam politique et les questions de terrorisme. Il se trouve que depuis maintenant une trentaine d'années, de façon régulière, je sors chaque 3, 4, 5 ans un livre sur l'Algérie. J'ai fait un livre sur Bouteflika en 2011, j'ai fait un livre sur le DRS en 2012, j'ai fait un livre en empruntant le titre à feu Mohamed Boudiaf en 2019, où va l'Algérie? Et je me posais la question parce que je suis de ceux qui s'interrogent, et je crois légitimement, sur le devenir de ce pays, de cette société, qui est hypothéquée par, à mon sens, un pouvoir politique totalement irresponsable par ses agissements, par ses choix, voire par ses non-choix. On se demande s'il y a un choix en Algérie. En vérité, c'est un pays qui est géré au jour le jour, sans vision, sans stratégie, sans projet de société, avec une approche complètement surréaliste en 2025, alors que des pays qui étaient bien en arrière sont aujourd'hui très avancés par rapport à l'Algérie. Et tout ça en raison, d'abord, d'une médiocrité qui a été instaurée au plus haut sommet de l'État, on le voit, à la présidence notamment, mais aussi dans les corps des forces de sécurité. Évidemment, tous les points de décision sont des points de clientélisme, de captation de la rente, de propagande et de populisme, de diffusion de la haine, tant et si bien que l'Algérie est aujourd'hui un pays totalement isolé. Alors je sais que c'est le sport national de dénigrer les écrivains, les journalistes, tous ceux qui essayent de libérer la parole et alors justement, de faire en sorte à ce que les Algériens ne s'endorment pas sur leur laurier. Parce que c'est d'abord, nous sommes à l'étranger, nous avons fait ce choix, tout en restant attachés à ce pays, à son avenir, mais ceux qui sont les premiers concernés sont les Algériens qui vivent au quotidien, ou qui subissent plutôt ce régime. Et donc il nous appartient, et ça personne ne m'enlèvera ce droit, de leur donner des éléments d'analyse pour qu'ils puissent à la fois s'informer. Et vous avez vu au cours de ces derniers mois, toutes les enquêtes que j'ai faites initialement étaient prévues pour un livre que je vais sortir dans quelques mois. Et toutes les informations périssables, entre guillemets, qui ne pouvaient pas attendre, je les ai traitées dans la presse écrite. Moi, je voulais commencer par un angle personnel. Parce que ces derniers temps, tu as été très attaqué sur le plan personnel. On t'a beaucoup ciblé. On en a parlé, toi et moi, plusieurs fois, au téléphone, quand on échangeait, etc. Et tu as vu sur les réseaux, etc. Le fait, c'est que ces enquêtes soient signées Mohamed Sifaoui, ça leur a donné, selon certaines sources, une dimension encore plus sulfureuse. Est-ce que Mohamed Sifaoui a des comptes à régler, comme le disent les gens des dirigeants algériens? Parce qu'il y a des sources proches du pouvoir, ils le disent même dans les commentaires, Mohamed Sifaoui règle ses comptes en exploitant les tensions algéro-françaises, ou est-ce qu'il y a, comme tu dis, une véritable volonté de ta part, et est-ce que cette volonté va aller jusqu'au bout de fournir toutes les clés de compréhension, d'analyse pour l'opinion publique algérienne et française, parce que tu n'écris pas que pour les Algériens. Ça paraît dans des médias français, donc il y a aussi l'opinion publique française. Je me permets de poser cette question, elle est importante à mon avis. Tu sais pourquoi, Mohamed? Parce que on cherche à savoir,
pas l'intention, pas l'objectif. Tout le monde a le droit d'écrire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut. Mais l'objectif final de ce travail, est-ce que c'est de réveiller les consciences ou d'exploiter, comme le reproche le pouvoir algérien, les tensions actuelles entre Paris et Alger? Quand je fais en 2010 une enquête sur Éric Zemmour, alors qu'il n'était pas encore chef d'un parti politique, pour faire un livre qui s'est intitulé « Éric Zemmour, une supercherie française ». J'avais un compte à régler personnel avec Éric Zemmour. Quand je m'engage depuis maintenant une trentaine d'années pour travailler sur l'islamisme et éveiller les consciences par rapport au danger de l'islam politique et de son pendant terroriste, je n'ai pas un compte à régler d'un point de vue personnel avec l'islamisme. J'ai un problème avec l'idéologie islamiste, mais un problème que peut rencontrer tout démocrate. Lorsque je vais écrire un article sur un camp politique en France, quel qu'il soit, l'extrême droite par exemple, je n'ai pas un compte à régler personnel. Lorsque j'écris contre Mélenchon, ce n'est pas un compte personnel. Je pense qu'il faut aider les Algériens à sortir de ces tentatives d'abrutissement, et je pèse mes mots, qui sont voulues par le régime. Il n'y a rien de personnel. D'abord, je n'appartiens à aucun clan. Les luttes personnelles sont à l'intérieur du régime, entre clans antagonistes, qui ont fait de la gestion de ce pays une logique mafieuse, et qui, on voit bien comment ils agissent entre eux, comment ils utilisent les attributs de la souveraineté pour s'emprisonner mutuellement, pour bannir des gens, pour leur prononcer à leur égard des interdictions de sortie du territoire national. Moi, je n'ai aucun, mais vraiment aucun compte à régler avec personne. D'abord, je suis profondément journaliste. Ensuite, je suis quelqu'un de très engagé, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours montré sur plusieurs sujets. L'Algérie reste mon pays d'origine. Je suis évidemment effaré par la ligne qui est prise par les dirigeants de ce pays. Je fais mon métier de la manière la plus consciencieuse qui soit. D'ailleurs, je passe beaucoup de temps. Si je passe beaucoup de temps, c'est pour ne pas faire dans l'approximation. Et je ne souhaiterais pas que les Algériens puissent être trompés par, en fait, des gens qui n'ont rien d'autre à opposer. Parce qu'il faut bien regarder comment les relais du régime et les propagandistes du régime réagissent. Ils réagissent de la manière suivante. Incapables de répondre sur le fond, ils répondent sur des attaques ad hominem, c'est-à-dire sur des attaques personnelles. Ils vous accusent de rouler pour des forces étrangères, ils vous accusent d'être un traître, ils vous accusent... Ok, soit. Admettons que ça soit vrai. Est-ce que cela les autoriserait à faire des barbouzeries en France, pour reprendre le sujet de mes enquêtes? Est-ce que cela les autoriserait à vouloir assassiner un maire des aides, par exemple? Est-ce que cela les autoriserait à agir de façon clandestine dans un pays qui est censé être un pays allié? Est-ce que cela les autoriserait à aller harceler des binationaux pour les amener à travailler pour eux, et pas pour eux en tant qu'État, mais pour eux en tant que régime? Non pas pour, par exemple, espionner un centre de recherche ou pour essayer de récupérer les plans du Rafale ou de la bombe nucléaire, non. Pour faire de la petite espionnette et pour surveiller d'autres Algériens. Enfin, c'est complètement ridicule. Donc, en vérité, et pour répondre à votre question, 1, je n'ai aucun problème personnel. 2, je fais un travail d'investigation qui est sourcé, qui est recoupé. Et 4 ou 5, mes sources, elles sont aussi bien en Algérie qu'en France. Très bien. Alors, on va commencer par le premier volet de ton travail qui a commencé avec le journal de dimanche. Bon, tu avais déjà commencé avec le Figaro Magazine, etc. Mais les deux parties de ton enquête qui ont déclenché une véritable tempête entre les deux, diplomatique et politique entre les deux pays, puisque l'AFP, après le deuxième épisode de ton enquête, a cité aussi une source de la DGSI, une source proche de la DGSI. DGSI française, c'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Ça veut dire les services de renseignement intérieur, une importante direction des services secrets français, comme il y a la DGSI en Algérie, et qui a confirmé, l'AFP a fini par confirmer tout ce que tu as évoqué dans ton enquête, à savoir, alors justement, est-ce que l'implication de 2 responsables importants de l'État algérien, de 3 même, mais de 2 hauts responsables
un vice-consul et un premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie. Pour le moment, nous avons l'impression que toutes ces informations ont été communiquées par des sources sécuritaires. Est-ce qu'au niveau du parquet national antiterroriste, est-ce que Mohamed Safaoui t'a été entendu, t'a été écouté, ou t'a été consulté, ou t'a parlé à des juges? Est-ce qu'il y a d'autres sources judiciaires qui appuient ces révélations extrêmement graves? Parce que ce que tu as écrit dans tes enquêtes, et je pense que tu l'assumes, c'est qu'il y a eu un complot fomenté par l'État algérien sur le sol français pour faire disparaître Ahmed DZ. Et par la suite, Hicham Aboud. Alors, on va être très clair. La protection des sources est une chose qui est sacrée. Et j'ai, en ce qui me concerne, un deal moral avec à la fois mes sources algériennes et mes sources françaises. Qu'est-ce qui m'a permis d'affirmer certaines choses dont je connais la gravité, je mesure leur gravité? C'est d'abord des informations que j'ai obtenues en France, auprès non pas d'une seule source, mais de plusieurs sources, et des informations que je n'ai pas prises au pied de la lettre, que j'ai pu vérifier en grande partie grâce à des sources algériennes. Alors les gens peuvent s'étonner. Pourquoi moi je reçois des informations? La chose est très simple. L'affaire Amir DZ est traitée par des gens qui habituellement travaillent sur les questions de lutte antiterroriste. Et en ce qui me concerne, ça fait une trentaine d'années en France que je travaille sur des questions de lutte antiterroriste. J'ai déjà fait des enquêtes qui ont été remarquées, j'ai déjà eu des prix pour des sujets qui concernent le terrorisme et l'islamisme. Donc j'ai plusieurs sources à différents niveaux. À différents niveaux. Il n'y a pas une institution française où je n'ai pas des sources, au moins une source. Parce que c'est un investissement d'une vie, d'une carrière professionnelle. J'ai un carnet d'adresses, et on le sait, un journaliste est fort. Et d'abord un carnet d'adresses. Par son carnet d'adresses. Et donc j'ai fait mon carnet d'adresses au cours de ces dernières années. Les gens ont vu que je travaillais sérieusement, que je protégeais mes sources. Et certaines personnes avec lesquelles j'ai tissé ce lien de confiance me donnent, oui, des informations ou me permettent de recouper des informations. Parce que c'est... Pour que les gens comprennent, moi je ne reçois pas un appel en disant venez, tenez, on vous donne des informations, allez les publier. Pour que les choses soient très claires pour vos téléspectateurs, cela se passe de la manière suivante. Et je me suis intéressé dès le mois de mai 2024 à l'affaire Amir DZ, pour parler de celle-ci. Avant même la crise politique entre les deux pays. Avant même la crise politique. J'ai remarqué qu'au début, il y avait des choses qui n'allaient pas, parce qu'il y avait un timing. Il y avait un timing qui pouvait laisser penser, je n'avais aucune information, pouvait laisser penser que derrière cette affaire, il y avait une petite barbouzerie algérienne. Alors, au départ, on peut penser que c'est des voyous proches du régime qui ont pu agir de la sorte. Et donc, j'ai commencé à enquêter sur cette affaire depuis mai 2024, tranquillement, doucement, en essayant de suivre l'évolution de cette affaire. Pour que, encore une fois, pour qu'on soit très clair, cette affaire a eu plusieurs étapes. Parce que je voudrais tordre le cou à des rumeurs et à une propagande mensongère qui est dite aux Algériens. La première partie de l'enquête, c'est une enquête strictement judiciaire. C'est-à-dire que la police judiciaire, mandatée par le parquet de Créteil, la police judiciaire de Villejuif, est mandatée pour enquêter sur une affaire d'enlèvement-séquestration. Dans le droit français, dans le droit pénal français, l'enlèvement-séquestration est une incrimination extrêmement grave. Elle vient juste avant l'homicide volontaire ou l'homicide involontaire, l'homicide. Donc, entre le mois de mai, entre le 1er mai 2024 très précisément, et la fin de l'été 2024, c'est la police judiciaire, sous l'autorité du parquet, qui travaille, le parquet classique. À un moment donné, judiciaire de Créteil. Après, ça a été... Voilà, après. Voilà. Et à un moment donné, il y a des éléments qui commencent à apparaître dans ce dossier. Et c'est là où, pour moi, ça devient très intéressant, parce que apparaissent dans ce dossier des fonctionnaires de l'État algérien, et notamment au niveau du consulat général de Créteil. Et c'est là que j'apprends
que peut-être l'Algérie pourrait être impliquée parce qu'il y a des officiels algériens. Ils apparaissent par des bornages, par des moyens techniques qui permettent de compromettre un certain nombre de personnes. Et ce n'est que vers la fin de l'année 2024 que la DGSI intervient, parce qu'elle était avant une certaine date présente comme observatrice, elle intervient parce qu'il y a un État étranger qui commence à être, en tout cas des fonctionnaires d'un État étranger qui sont manifestement impliqués. Et cette affaire va prendre une autre dimension début 2025, puisque le parquet de Créteil va dessaisir au profit du parquet national antiterroriste. Pourquoi ? Parce que de nouveaux éléments sont apparus et une nouvelle incrimination est arrivée. Ces éléments étaient communiqués par la DGSI ou découverts par la police judiciaire ? Non, par la police judiciaire. Tout le travail est un travail de police judiciaire. Donc l'ingérence algérienne a été d'abord identifiée par la police judiciaire. Par la police judiciaire. À aucun moment les services de renseignement sont arrivés progressivement dans ce dossier. Pourquoi ? Et on le voit. Parce que d'abord, il n'y avait aucune raison au départ. Ensuite, les services de renseignement arrivent une première fois de façon logique, quand apparaît dans le dossier un agent consulaire qui allait s'avérer être un adjudant-chef du DCSA, mais détaché auprès de la DSE. Bref. Qui est le service de renseignement extérieur algérien. Le service de renseignement extérieur algérien. Et donc, à partir de là, la DGSI française intervient comme observatrice. Et progressivement, bien sûr, c'est le début de l'année 2025 ? Non, à la fin de l'année, vers la rentrée 2024, vers septembre-octobre 2024. Et à partir de là, les choses vont s'accélérer. Et l'enquête judiciaire va révéler que, il n'y a pas un seul, mais au moins 2, voire 3, voire 4. Et finalement, on va s'apercevoir qu'il y a, disons, 5 personnes à coup sûr qui sont impliquées de façon directe. 5 personnes des officiels de l'État algérien, vous voulez dire ? Parce que pour le moment, on a le vice-consul de Créteil, qui a été convoqué. On a le premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris qui a été convoqué, voilà, et incriminé aussi. Celui qui est emprisonné, c'est un agent du consulat d'Algérie à Créteil. On n'a pas... C'est quoi cette quatrième ou cinquième ? On n'a jamais entendu parler d'une quatrième ou d'une cinquième personne, c'est Mohamed. Moi, j'ai parlé d'une quatrième personne dans un de mes articles. Et il s'agit de quoi ? La quatrième personne, c'est un PCA, c'est un personnel civil assimilé qui a été interpellé et qui a été laissé libre sous contrôle judiciaire en raison d'un problème de santé assez grave. Alors là, c'est une exclusivité. Là, j'ai l'impression... vous pouvez... Voilà, non, mais on n'a jamais entendu parler. Il y a eu un membre, un agent qui est civil et qui a travaillé pour le bureau de sécurité, pour les services secrets algériens, au niveau du consulat d'Algérie à Créteil, qui a été interpellé. Oui. Et c'était quand ça ? Qui était interpellé au moment où les 3 premiers, enfin, les 3 qui sont en détention, les premiers qui ont été mis en détention, à partir du mois de février, je crois. Le 11 avril 2025. Exactement, avril, il y a eu 4 personnes qui ont été interpellées. L'adjudant-chef, voilà, et 2 franco-algériens. Exactement. Et le 4e a été libéré en raison de son état de santé. Alors, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est qu'un PCA ? Un PCA, c'est un personnel civil assimilé. Ça veut dire qu'il ne travaille pas pour les services secrets. Ça veut dire que c'est un civil qui travaille, qui collabore avec les services secrets pour accomplir un certain nombre de tâches qui relèvent du civil. Ça peut être transmission de documents, rédaction de documents, faire des synthèses, etc. Mais il travaille officiellement pour les services secrets. C'est un franco-algérien ou c'est un algérien ? Pour l'instant, je vous dis que c'est en tout cas quelqu'un qui est algérien, qui est lié au... D'un certain âge ? Un homme ou une femme ? On va comprendre. C'est un homme. Non, je vais pas. Il y a des éléments que je ne vais pas dire. De toute façon, que je ne dirai pas. Je dis ce que j'ai envie de dire. Et moi, j'essaie de te faire dire ce que j'ai envie d'entendre. Non, pas ce que j'ai envie d'entendre. Non, mais c'est une révélation importante. Il est placé sous contrôle judiciaire, c'est cela ? Bien sûr. On ne savait pas. Donc, c'est un autre agent qui a travaillé pour l'État algérien et les services secrets algériens qui est placé sous contrôle judiciaire. Oui. Et quel serait son rôle ? Parce que tu as bien décrit le rôle du vice-consul, du premier secrétaire. Mais tu n'as pas beaucoup parlé de cet individu. En fait, les rôles ont été répartis
sur plusieurs aspects. Il y a eu l'aspect repérage du domicile d'Amir DZ. Il y a eu l'aspect surveillance de ses habitudes, des lieux de vie, notamment un café qu'il fréquentait de façon régulière. Il y a eu le contact ou le fait de trouver des hommes de main qui devaient agir. Et donc, il y avait évidemment ceux qui devaient être, après les intermédiaires, donner l'argent, etc. Donc, il y a un partage des rôles qui est clair. Alors, vous ne m'avez pas posé la question, qui est le cinquième? Oui, j'allais venir. Parce que le quatrième m'a intrigué. Donc, le quatrième n'est pas sous contrôle judiciaire, il aurait contribué à la préparation de l'enlèvement de la séquestration d'Ahmed DZ. Oui. Mais comment, on ne sait pas. Parce que les deux autres, tu as vraiment été encore précis. Encore une fois, il a été sur le lieu du kidnapping. Les 4 opérationnels ont agi, encore une fois, sur plusieurs étapes. C'est-à-dire que Ahmed DZ a été surveillé au moins 3 mois avant son enlèvement. Il a été surveillé, on le sait. Ils sont venus devant chez lui. Il y a eu, c'est des éléments techniques qui sont aujourd'hui dans le dossier et qui permettent de le démontrer. En tout cas, les enquêteurs disposent de suffisamment d'éléments et de preuves techniques concrètes qui permettent d'incriminer ces 4 personnes. Encore une fois, l'état de santé de l'une de ces personnes ne permet pas... Le PCA, le quatrième. Le PCA ne permet pas une incarcération. Il est en France, contrairement à 2 des officiers qui ont fui. Bon. Ils sont officiellement rapatriés vers l'Algérie, mais oui. Ils n'ont pas répondu à la convocation judiciaire. Ils ne répondront pas à la convocation judiciaire. C'est d'ailleurs ce qui incrimine encore les autorités algériennes. On en parlera, Mohamed. Mais la 5e personne, c'est quoi? C'est qui cette 5e personne? Des 4 déjà intrigants. Alors, je vais vous donner 2-3 éléments. Vous allez donner le nom tout seul. Oui. Quand vous avez une opération des services de renseignement sur un territoire comme la France, et vous avez notamment une mobilisation d'une somme importante qui a été donnée aux ravisseurs. D'accord ? Et ce qui est aujourd'hui documenté. Quand vous avez une opération qui est quand même d'une très grande gravité, est-ce que ce sont des gens qui ont agi de leur propre chef? Ou est-ce qu'ils avaient une autorité à laquelle j'étais soumis pour pouvoir agir sur le plan opérationnel? Qui dirigeait le bureau de sécurité à cette époque? C'était le général Fethi Moussaoui, celui qui a été promu en septembre 2024 à la place, qui a remplacé Mehmet Cheba à la tête de la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure. Qui était colonel à l'époque. Oui, à l'époque, avant d'être général en juillet, ensuite... Il était colonel, il était en poste, il était chargé du bureau de sécurité liaison. De 2022 à 2024, je crois. Exactement. Et donc, il est évident, mais d'une évidence qui ne laisse l'ombre à aucun doute, que cette opération ne pouvait pas se monter sans l'aval du chef de poste. Ou alors, pardon. Une question, Mohamed. Ou alors, l'aval, c'est pas le chef de poste qui doit le donner, c'est le patron des services secrets. Celui qui était patron, c'est Mehmet Cheba. Exactement. C'est pas Fethi Moussaoui. Exactement. Et Mehmet Cheba avait... Pourquoi je pose cette question? Non mais pardon, et Mehmet Cheba a un patron aussi. C'est Abdelmajid Tebboune. Dans ce cas-là, il n'y a pas que 5 personnes. Dans ce cas-là, il y a 7 ou 8. Et pourquoi j'ai choisi, moi, c'est pas le deal avec le JDD, et c'est un deal qui a été respecté quand je leur ai proposé... c'est le journal de dimanche. Quand je leur ai proposé l'enquête, je leur ai dit, c'est mon titre, c'est mon article, il n'y a rien qui change, sauf pour des questions juridiques. Quand j'ai eu à répondre à des interrogations légitimes de l'avocat du journal, qui voulait voir évidemment les éléments concrets qui me permettaient d'affirmer un certain nombre de choses, j'ai donné au journal tout ce qui me permettait d'affirmer ce que j'ai affirmé dans mes écrits, et le titre est passé en l'état. J'ai assumé ma responsabilité en disant, voilà tout ce qui accuse le président algérien ou l'autocrate algérien Abdelmajid Tebboune dans cette affaire. Parce qu'effectivement... mais après, quand on accuse, il faut des preuves. Mais les preuves, encore une fois... On a parlé de la 5e personne. Non, mais d'abord... En quoi Fethi Moussaoui aurait contribué ou... voilà. D'abord,
je ne vais pas faire de leçon de journalisme, mais l'enquête journalistique est différente de l'enquête judiciaire. L'enquête journalistique est beaucoup plus simple que l'enquête judiciaire parce que l'enquête journalistique peut se suffire de présomptions et d'éléments et d'un faisceau assez important, des indices, etc. Et évidemment, de notes et de rapports qui ont été faits par soit des magistrats, soit des services de renseignement, soit des services d'enquête qui donnent évidemment des éléments de décryptage. Parce que d'abord on connaît la nature du régime algérien et on connaît la rigidité de ce régime et on sait très bien que autant sur des petites affaires il peut y avoir des prises d'initiative, autant sur une affaire qui engage l'ensemble de l'État algérien, il ne peut pas y avoir de prise d'initiative. Et quand bien même il y aurait eu une prise d'initiative, on l'aurait su. Comment on l'aurait su? L'État algérien aurait réagi, aurait diligenté lui-même sa propre enquête et il aurait lui-même poursuivi. En l'occurrence, donc Mohamed, un simple colonel en poste à Paris, il ne peut pas tout seul décider d'une opération. C'est pour ça que... Est-ce qu'il est cité dans le dossier judiciaire? C'est pour ça que je n'ai pas dit voilà tout ce qui accuse le général Sadr, qu'il n'est qu'un petit maillon de la chaîne. Et je dis bien qu'un petit maillon de la chaîne, parce que tous ceux qui ont croisé Sadr ou qui l'ont approché savent qu'il est vide et que ce n'est pas quelqu'un qui est calibré pour le poste. Et s'il a été mis à ce poste stratégique, c'est pour que justement on puisse le manipuler et l'utiliser selon le bon vouloir du grand Manitou, en l'occurrence Abdelmadjid Tebboune. Donc, l'affaire, elle est en vérité... Okay. Alors, l'affaire, elle est très claire. Non, sur le plan opérationnel, qu'est-ce que Sadr avait? Parce qu'encore une fois, l'adjoint consul, on en a parlé, ça a été décrit par toi, par d'autres médias français, par nous-mêmes, par Algérie, qu'il était impliqué dans l'espion de Bercy, le fameux fonctionnaire franco-algérien qui a communiqué des informations de plusieurs personnalités de l'opposition algérienne au vice-consul, on a expliqué son rôle. Le premier secrétaire, on a aussi expliqué son rôle, toi-même tu l'as expliqué, d'autres médias l'ont expliqué, nous on a trouvé d'autres infos. Il est parti même jusqu'au domicile, son téléphone a borné auprès du domicile et le lieu du kidnapping d'Ahmed Dized. Maintenant sur Sadr, qu'est-ce qu'il y a comme élément? Alors, ce qu'il y a comme élément, il y a d'abord la somme d'argent qui a été donnée, ou les sommes d'argent. Dans un premier temps, les services de renseignement et les services d'enquête ont évalué cette somme à 50 000 €. Là, récemment, j'ai appris que cette somme serait beaucoup plus importante manifestement parce que, en vérité, comme tout a été donné en espèces, les montants seraient beaucoup plus importants. Et comment les enquêteurs le savent? Ils le savent à la faveur des dernières auditions qu'ils ont pu avoir au cours des dernières semaines depuis les récentes interpellations. Les dernières interpellations de ceux qui ont agi. Cet argent, ce sont les commanditaires qui les ont débloqués. Cet argent, ce sont les commanditaires qui les ont débloqués. Les commanditaires ne débloquent une somme, admettons 50 000 ou 100 000 €, mais en tout cas plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui vont finir par être délimités. Le chiffrage va être fait. Est-ce que cet argent a été tracé? Est-ce qu'il y a eu des traces de cet argent? Cet argent n'a pas été tracé. Cet argent apparaît soit dans des écoutes, soit dans des échanges électroniques, des SMS, soit dans les auditions, parce que les gens commencent à parler, disent « moi j'ai touché tant, l'autre a touché tant », etc. Donc ça, c'est le travail d'enquête, de travail judiciaire. Mais ce qui est évident, c'est que cette somme d'argent en liquide est arrivée de quelque part. Or, le colonel chef de poste du bureau de sécurité et de liaison, à l'époque le colonel Sadr, aujourd'hui général, c'est lui qui gère la caisse noire et c'est lui qui gère la caisse pour les opérations clandestines. Donc ce n'est pas le consul général qui est lui-même impliqué. Ce n'est pas le premier secrétaire qui gère, puisque le premier secrétaire travaille sous l'autorité sous l'autorité du bureau de sécurité. Aussi, en partie aussi. Non, sous l'autorité du bureau de sécurité. C'est encore une fois le premier secrétaire, son statut est une couverture. Ce n'est pas une fonction officielle. Sa fonction, la couverture, c'est premier secrétaire. Sa fonction, c'est un agent des services de renseignement algériens qui travaillait
à l'époque sous l'autorité du colonel Sadr. En Non, mais l'occurrence, le premier secrétaire, il est habilité à gérer aussi, à intervenir dans des questions financières. Sous l'autorité du chef de poste. Encore une fois, celui qui gère la caisse noire, c'est le colonel. C'est incontestable. Ce que tu décris, au niveau de la hiérarchie, c'est incontestable. Bon. Maintenant, encore une fois, Mohamed, est-ce que dans des SMS, dans des échanges, dans l'enquête menée par les services secrets français, ou visiblement une brigade criminelle c'est la brigade criminelle de la police française, qui est des orfèvres. Les seconds à être intervenus, c'était plus la police judiciaire de Villejuif, mais c'est la brigade criminelle, la section antiterroriste de la brigade criminelle. C'est une unité d'élite assez puissante ici en France. C'est ce qu'il y a de mieux en matière d'investigation en France, surtout en matière de lutte antiterroriste. Est-ce qu'il y a eu des détails techniques, comme c'était le cas pour les 3 premiers que nous avons évoqués, impliqués dans l'affaire MDZ? Est-ce qu'il y a des détails techniques menant vers plutôt le colonel Sadr, qui est devenu aujourd'hui le patron de la DDSE? Oui, mais je ne dirais pas. Encore une fois, le deal que j'ai avec les sources, c'est d'avoir les éléments pour comprendre et pour que je puisse aussi me nourrir de ce dossier qui est en cours d'instruction, mais je ne ferai absolument rien qui pourrait trahir le travail d'investigation. C'est une question de principe. Non, des preuves, il y en a. Est-ce qu'il y a, des preuves ou pas? Je réponds, encore une fois, ce qui a motivé un certain nombre de notes qui sont remontées jusqu'au président de la République, Emmanuel Macron, ce sont des éléments concrets qui incriminent le pouvoir algérien au plus haut niveau. Maintenant, il y a une pudeur chez Emmanuel Macron ou une sorte de connivence. C'est son problème. On en parlera juste après. Mais la réalité, le fait est là. En plus de ça, pardon, parce que vous m'interrogez sur le dossier, sur mes sources françaises, mais on va parler un peu des sources algériennes. Quand j'ai commencé à recouper les informations, à ma grande surprise, et vous pouvez tomber de votre chaise, et les téléspectateurs aussi, il n'y a pas une seule source dans la périphérie du pouvoir, parce que je n'ai pas de contact avec Abdelmadjid Tebboune, comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a pas une seule personne dans la périphérie du pouvoir ou des services qui était étonné par le fait que MRDZ puisse être enlevé par le régime algérien. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous ouvert leur bouche. Ça s'est ébruité. Le plan s'était ébruité. Le plan était je dirais, connu de plusieurs personnes. Et j'ai pu remonter la chronologie des faits. Vous voulez que je vous fasse la chronologie des faits? J'en aimerais bien, oui. Bon, la chronologie des faits. Aussi précise que celle-là. En janvier 2024, il y a un Haut Conseil de sécurité. C'est vérifiable, c'est public. En marge de ce Haut Conseil de sécurité, Abdelmadjid Tebboune décide de faire un conseil de sécurité restreint avec les chefs des services et le chef de la DGSN. On est, je crois, le 7 ou le 8 janvier 2024. En tout cas, début janvier 2024. C'est au cours de cette réunion qu'a été décidé l'enlèvement d'MRDZ. Et évidemment, celui d'Aboud Hicham, qui avait subi une tentative d'enlèvement octobre 2024. Quelque temps plus tôt, et qui avait échoué grâce à l'intervention de la DGSI française. Grâce à l'intervention de la DGSI française qui a fait échouer volontairement ce projet. Tout ça, je l'ai vu et c'est documenté. Donc, à ce moment-là, Mohamed Jabbar, qui est patron de la DDSE, et le chef de la DGSI de l'époque, ainsi que les chefs de la police et de la DCSA sont au courant, et le chef de la gendarmerie sont au courant que ce projet allait être mis à exécution. Et à partir de là, ça a beaucoup parlé manifestement, puisque même, je dirais, des officiers intermédiaires, des cadres intermédiaires, étaient au courant. Alors, cela s'explique. Je crois que vous avez récolté quelques réactions après la sortie de l'enquête du JDD. Et je crois que certains ont été un peu
choqué par le fait que je dresse un portrait psychologique d'Abdelmajid Tebboune. Oui, mais j'allais en parler après. Ça... Moi, on va en parler après. On va en parler après. Ce qui m'a été dit par tous mes interlocuteurs français, tous sans exception, et je ne vais pas les citer, mais vraiment tous, ils étaient mais complètement hallucinés par l'attitude d'Abdelmajid Tebboune et son côté obsessionnel à l'égard d'MRDZ. C'est-à-dire quand Abdelmajid Tebboune rencontrait Emmanuel Macron, il lui parlait d'MRDZ. Quand Abdelmajid Tebboune rencontrait un ministre de la Justice, il lui parlait d'MRDZ. Mohamed, ce que tu dis là, c'est complètement grave. C'est que Tebboune... C'est pas ce que je dis est grave, ce sont les faits qui sont graves. Ce que les sources ont non, pas les sources, les faits qui sont graves, parce que ce sont des faits. Donc Tebboune a parlé à Macron, il a abordé le cas MRDZ. Donc le chef de l'État parle d'un blogueur cyberactiviste, quand même. Je vous donne ma parole que ce que je vous dis là, il y a au moins 10 personnes qui me l'ont répété. Il y a au moins 10 personnes. 10, d'ailleurs, pour quel autre... il aurait demandé quoi Tebboune à Macron? Vous nous le remettez. En fait, ce qui s'est passé, c'est que MRDZ a eu 7 demandes d'extradition avant 2019, sur des motifs complètement fallacieux, vous connaissez le dossier, etc. Ouais. Ensuite, depuis l'arrivée de Tebboune, ils ont rajouté 2 demandes d'extradition pour motif de terrorisme. Bon, on peut trouver à ce garçon beaucoup de défauts. Probablement. Mais franchement, l'accuser de terrorisme ou de financement du terrorisme, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. C'est comme si on vous accusait d'avoir fait des essais nucléaires à Reagan. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, ce que je sais, c'est que l'affaire MRDZ, ou le nom, ou le personnage MRDZ, est devenu une obsession, un problème psychologique pour l'autocrate algérien. Et il en a parlé à tous ses interlocuteurs français, sans exception. Quelle a été la réaction des autorités, des interlocuteurs français? Eh bien, les interlocuteurs français ont généralement la même réponse. C'est un état de droit, ils renvoient à la justice. Quand j'ai eu des sources judiciaires qui m'ont dit, ce que j'avais écrit, que, par exemple, dans les dossiers, certaines demandes d'extradition, il y a eu des faux grossiers qui ont été insérés pour incriminer MRDZ, pour manipuler la justice française et essayer de le récupérer par la voie normale judiciaire. Donc il y a eu en tout 9 demandes d'extradition. Elles ont toutes été retoquées à juste titre par la justice française. 1. Ensuite, MRDZ a été reconnu, et je crois que c'est légitime, comme réfugié politique. Ça a été un choc pour le régime algérien, notamment pour Abdelmajid Tebboune, qui savait à ce moment-là qu'il allait avoir un vrai problème. Troisième étape. MRDZ devient ainsi intouchable. Il devenait intouchable. Pour lui, il voulait le récupérer. Et là, il s'est passé quelque chose que j'ai appris, et là aussi, j'ai aucune raison. Les Algériens, lors d'une rencontre sécuritaire, DGSI face à DGSI, font comprendre qu'ils vont utiliser d'autres méthodes pour le récupérer. Attends, doucement. Non, mais je vais terminer après. Oui, je pèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la DGSI algérienne, lors d'une réunion de travail avec la DGSI française, les services secrets algériens auraient informé leurs partenaires français qu'ils vont préparer une action sur le sol français. C'est quand même ça. Oui, il y a des choses qui peuvent paraître hallucinantes, mais l'Algérie de Tebboune est hallucinante, croyez-le. Ce n'est pas ce que je dis qui est hallucinant, c'est l'Algérie de Tebboune qui est hallucinante. Je voudrais que les Algériens en prennent conscience. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à leur suggérer, comme on dit en algérien, ma'naoulhum. Vous n'avez pas voulu nous le donner par les voies normales, c'est-à-dire les demandes d'extradition totalement farfelues, nous allons utiliser nos méthodes pour le récupérer. Et ça a été quand? Donc, chronologiquement, c'était... Chronologiquement, c'était la fin de l'année 2023. Et donc là, la DGSI française a dit clairement, ne faites absolument rien sur le territoire français. Et elle leur a dit clairement qu'en dehors des mesures judiciaires, il n'y avait absolument rien à faire, ni à essayer de faire sur le territoire français. Donc, c'est la raison pour laquelle, très vite,
Et malgré ça, les services algériens auraient manqué à leur devoir vis-à-vis de leurs partenaires français. Ils ont entrepris une action sur le territoire Vous êtes français. algérien? Vous êtes algérien? Je le suis. Vous connaissez la mentalité et certainement du pouvoir. Vous connaissez la mentalité certainement du pouvoir. Vous connaissez le côté tordu des Algériens. Mais à ce point, Mohamed? Non, mais à ce point, Nifol Khsara, le côté jusqu'au boutiste du régime algérien, vous le connaissez, non? Oui, absolument. On y est. Dans cette affaire, tout montre que, par la volonté d'un homme, le fait du prince, c'est ce qu'on dit en français, le fait du prince, Abdelmadjid Tebboune est rentré dans une mégalomanie terrible, parce que je pense qu'il est fou dans le sens premier du terme. Il est fou de ce pouvoir, le pouvoir le rend fou, et il a fait une obsession sur MRDZ, et il a donné l'ordre de le récupérer par tous les moyens. Donc, un personnage a utilisé les moyens juridiques, entre guillemets, c'est Boualem, son conseiller juridique qui est devenu son directeur de cabinet, qui ensuite a géré aussi, avec un certain nombre d'officiers, dont Djebbar Mahanna, dont celui qui était colonel Mouad, en l'occurrence chargé de la lutte anti-subversive. Ensuite, évidemment, son chouchou protégé, le colonel Sadiq Rachdi Fathi Moussaoui, qui est devenu général, et évidemment, tout ça s'est mis en marche. Donc, ce que je raconte là est non seulement documenté, en tout cas est sourcé par des soins, mais en plus de ça, c'est d'une cohérence. C'est d'une cohérence implacable. Mohamed, deux questions très importantes, s'il te plaît. On va se permettre de se tutoyer, parce que le sujet était grave et il nécessite une certaine proximité. C'est parce qu'il est grave que je vous vois. Non, je dirais parce qu'il est grave qu'il nécessite une certaine proximité intellectuelle et personnelle. Deux questions sincères. Un, pourquoi le parquet national antiterroriste n'a pas commenté toutes tes révélations, n'a pas annoncé des mandats d'arrêt internationaux alors qu'il y a des convocations qui n'ont pas été répondues, il n'y a pas eu de commentaires, il n'y a pas eu de communiqué, il n'y a pas eu de mandats d'arrêt internationaux, il n'y a rien eu. Même l'AFP cite une source sécuritaire. Pourquoi face à la gravité de ce que tu es en train de dire, de révéler? Normalement, parce que le temps médiatique en France, le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire et le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique. Et heureusement que ce n'est pas les travaux d'un journaliste, aussi sérieux soit-il, qui régente le temps judiciaire. La justice française est indépendante et il y a une séparation des pouvoirs. Ce que beaucoup d'Algériens ne comprennent pas. Je ne parle pas que tes révélations à toi, je parle de ce que les services secrets français ont communiqué aux juges. Il y a deux choses. Que les services de renseignement français, les services notamment intérieurs, la DGSI, a deux volets. Il y a le volet renseignement et il y a le volet judiciaire. La DGSI, c'est deux grandes directions. C'est la direction du renseignement, donc il y a du renseignement, et tout ce qui relève de l'enquête. Un parquet national antiterroriste, évidemment, se nourrit du renseignement. Il a des notes de synthèse, etc. Il se nourrit de renseignement. Mais on monte un dossier judiciaire avec des preuves judiciaires. Et le temps que prend le parquet national antiterroriste pour monter le dossier judiciaire, c'est pour que lorsqu'une personne est incriminée et incarcérée, je peux vous assurer que c'est d'une solidité difficilement démontable. Difficilement, voire impossible à démonter. Aujourd'hui, d'ailleurs, admettons que, comme le dit Tebboune et ses petits propagandistes, tout ça est faux, tout ça est mensonger, c'est de la propagande. Qu'est-ce qui l'empêche de lever l'immunité diplomatique sur deux diplomates qui sont en fuite, qui ont quitté la France comme des voyous, comme des malpropres, qui sont réclamés aujourd'hui par la justice française? Pourquoi ne lève-t-il pas l'immunité diplomatique et pourquoi il ne les envoie pas en France? Pour qu'ils soient entendus en présence d'avocats alors qu'ils ne risquent absolument rien. La justice française ne torture pas, elle ne détient pas arbitrairement. Donc l'Algérie ne reconnaît aucune légitimité à la justice française pour enquêter dans cette affaire. D'ailleurs, elle attaque même, elle dit même que c'est un... Non, l'Algérie, je rappelle la position algérienne, je vais en parler. Non, je vais en parler après, parce que la position algérienne affirme que c'est un complot monté par une partie des services secrets français
avec la complicité de Bruno Retailleau. Mais non, mais là, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Non, mais là, c'est un mensonge. Mais pardon, c'est important qu'on s'arrête. Là, notre rôle aussi, c'est de déconstruire les mensonges. Là, le régime algérien ment dans une propagande éhontée. Pourquoi? Parce que le dossier, qui a commencé le 1er mai 2024, avait avancé de façon assez importante jusqu'à septembre 2024. Pourquoi je cite de mai 2024 à septembre 2024? Parce qu'à l'époque, Bruno Retailleau était, je dirais, simple sénateur en train de gérer le groupe parlementaire qui est le sien, en l'occurrence LR. Bruno Retailleau n'arrive à Beauvau qu'au mois de septembre. Et quand il arrive au mois de septembre à Beauvau, j'ai vu à peu près, j'ai essayé de voir la chronologie, il ne prend connaissance véritablement de ce dossier, parce qu'il prend connaissance des dossiers un peu compliqués et un peu sensibles, et celui-ci commençait à être sensible à partir de l'été 2024. Ce que je disais, c'est là où commence à apparaître un certain nombre de fonctionnaires algériens. Et donc, il ne prend connaissance qu'au mois de novembre 2024. Donc, c'est faux, puisque c'est faux sur au moins deux choses. Le problème des Algériens, c'est qu'ils lisent les autres à partir de leur propre travers. Ils pensent qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. Ils pensent que la justice française fonctionne comme la justice algérienne. Or, la justice française, vous le savez, et tous ceux qui vivent en France le savent, et tous ceux qui sont français le savent, il y a une séparation des pouvoirs que la justice française peut parfois poursuivre, y compris d'anciens ministres de la Justice, d'anciens présidents, d'anciens premiers ministres ou des premiers ministres, parfois en exercice. Donc, la lecture que font les autorités ou que les autorités algériennes est complètement fausse et je dirais de mauvaise foi. Ensuite, il y a le deuxième élément. Il y a des faits. C'est-à-dire quand on parle, par exemple, d'un bornage téléphonique, que fait à 2h du matin un premier secrétaire de l'ambassade et un employé du consulat de Créteil à proximité et du lieu d'enlèvement et ensuite du lieu de séquestration d'MRDZ. Je veux dire, c'est pas Bruno Retailleau qui, le 29 avril 2024, a demandé à deux fonctionnaires algériens d'être à la fois en contact avec des ravisseurs. Ils étaient en contact avec eux. Ça, les SMS le prouvent, les échanges le prouvent, les bornages téléphoniques le prouvent. Si on est là, côte à côte, aujourd'hui, nos téléphones sont en train de borner côte à côte. On pourra raconter ce qu'on veut, sauf à dire que nos téléphones ont été volés et qu'on n'était pas présent. Il y a une question importante que je voulais te la poser, c'était la deuxième, qui m'a été posée par une journaliste de La Croix. Elle me l'a posée avec ces termes-là, et elle se reconnaîtra, après elle m'a précisé ses pensées, elle m'a dit, si c'était vraiment les services, comment expliquer qu'ils vous ratent, qu'ils ont raté leur coup? On parle de services secrets, c'est-à-dire ils ont enlevé, ils ont pu l'enlever, ils ont pu le mettre en sous-séquestration. Pendant 27 heures, il a été libéré pour je ne sais pas quoi, on n'a pas compris. Donc, les services secrets algériens ont raté leur coup. Donc, est-ce que... Non, mais généralement, pas que dans les films, on a des cas d'histoire, à l'MCID, etc. Quand des services secrets de n'importe quel État veulent liquider quelqu'un, généralement, l'objectif, il est atteint. Mais là, on a l'impression que l'affaire, elle a un échec monumental. Ça veut dire que les services secrets algériens sont aussi amateurs que cela? Avec tout le respect que je dois à cette consoeur, que je ne connais pas, il faut lui rappeler peut-être les ratages de la DGSE, à commencer par le Rainbow Warrior. Je veux dire, et heureusement, il y a des opérations clandestines qui ratent, comme il y a des opérations militaires qui ratent, comme il y a des arrestations policières qui ratent, comme il y a des filatures qui ratent. Je veux dire, il n'y a que dans les films qui durent 90 minutes, et même dans les films, il y a parfois de grands services qui ratent. Je veux dire, la CIA a raté beaucoup de choses, le KGB a raté beaucoup de choses, la DGSE, la DGSI française a raté beaucoup de choses. Et alors, je pense savoir pourquoi ça a raté. Ça a raté parce qu'à un moment donné, il y a eu un cafouillage au sein même des services algériens. Ce que je sais, ce qui est documenté, c'est que, au départ, initialement, MRDZ devait être remis à des commanditaires algériens le 30 avril au matin. Finalement, cette date a été modifiée pour le 1er mai. Et pendant ce temps, entre le 30 avril et le 1er mai, il était censé rester drogué. Il se trouve qu'il s'est réveillé.
Le dossier montre qu'il s'est réveillé parce qu'il avait une rage de dents. Et donc la rage de dents a été beaucoup plus forte que les somnifères et les quantités importantes de somnifères qui lui ont fait ingurgiter. Et donc il y a eu un cafouillage entre aussi ces ravisseurs qui n'étaient pas les services, c'était des sous-traitants. Et les sous-traitants ont décidé à un moment donné, parce qu'ils estimaient que leur commanditaire ne leur avait pas tout dit sur la qualité de la personne à arrêter, c'est-à-dire qu'en gros, qu'ils ne savaient pas que c'était pour des considérations politiques, ils ont pris peur, ils l'ont relâché à 3 heures du matin, quelques heures avant que d'autres personnes ne viennent le récupérer et l'emmènent jusqu'à Alicante pour qu'il soit mis sur un yacht. Et ça, c'est encore une fois documenté dans l'enquête. Donc, il faut lui répondre tout simplement. L'opération a raté parce qu'il y a des opérations clandestines qui ratent, oui. Et l'opération aussi a raté, me semble-t-il, parce que je pense que... Moi, je ne pense pas que ça soit des pieds nickelés, en vérité, contrairement à tous ceux qui le disent. Je pense que les Algériens se sont trop crus sur d'eux-mêmes, considérant que la France était une wilaya comme une autre, c'est-à-dire une wilaya algérienne. Béchar, Tissemsilt ou Ain Mlila ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si Ain Mlila est une wilaya d'abord. D'ailleurs, c'était une daïra. Ouais. Bon, voilà, ils pensaient que c'était une daïra. C'était, voilà, la wilaya d'Oum el-Bouaghi plutôt. Donc, ils ont oublié que la France était un pays étranger. Et donc, ils ont... Cette question, elle est importante parce qu'elle pose une autre question. C'est des années de connivence et de complicité. C'est là où j'en veux terriblement aux autorités françaises. C'est d'avoir été trop longtemps et complices et conniventes avec des voyous, des dictateurs, des autocrates qui ne respectent ni les droits de l'homme, ni la démocratie, qui ne respectent ni les droits de l'homme, ni la démocratie, et qui, finalement, les ont amenés à agir. Parce que les Algériens, quand ils agissent, ils étaient convaincus qu'ils allaient le faire en toute impunité. Il faut se poser la question, pourquoi une telle opération n'est pas fomentée à Londres? Pourquoi elle n'est pas fomentée aux États-Unis? Pourquoi la majorité des opposants algériens sont établis en France. Ce n'est pas vrai, il y en a beaucoup qui sont à Londres. Mais je peux poser une autre question. Pourquoi les communiqués, par exemple, quand la France reconnaît la marocanité du Sahara, vous avez des communiqués du ministère algérien des Affaires étrangères qui a une connotation extrêmement virulente, et quand c'est la Grande-Bretagne qui reconnaît la marocanité du Sahara, vous avez une réponse qui est très mesurée. Ou quand ce sont les États-Unis, il y a une réponse très mesurée. Donc en fait, il y a une très grande hypocrisie de la part des dirigeants algériens et une très grande lâcheté, je le dis. Ils se sont habitués. Moi, je suis très content de voir ces relations entre la France officielle et l'Algérie dictatoriale s'effondrer, parce que j'espère qu'elles seront reconstruites sur des bases très saines et plus saines en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, ces relations ont été toxiques. Et la preuve en est, vous avez cité Messili, quand le pauvre Messili a été assassiné, son assassin a été remis quelques jours plus tard. Et il a bénéficié d'une totale immunité. La famille de la France a changé justement. On va éviter ce scénario. J'espère, parce que jusque-là, je rappelle, tu nous as répondu tout à l'heure en disant que le temps médiatique est différent du temps judiciaire. Mais jusque-là, c'est quand même gênant que la justice ne s'exprime pas. Il y a eu deux convocations qui ont été... Il n'y a pas eu de réponse. Est-ce qu'il y aura des mandats d'arrêt? Je pense qu'il faut être avec la... pour avoir suivi beaucoup de procès, beaucoup de procédures judiciaires. La justice française est une vieille dame qui est très lente, qui avance doucement, mais qui avance très souvent de façon efficace, surtout le parquet national antiterroriste. Donc, moi, je ne suis pas pressé. Je sais une chose, c'est que lorsque le procureur national antiterroriste va s'exprimer, ça sera le coup de grâce. Et il ne le fera pas pour donner un coup de grâce, parce que l'affaire, ce qu'elle va révéler, il y a des choses dont je ne parle même pas, parce que je me suis engagé à ne pas en parler. Non, parce que je me suis engagé auprès de mes sources à ne pas en parler. Mais si j'en parle avec autant d'aplomb et avec autant de certitude, c'est, croyez-le, ce que je sais est infiniment plus grand que ce que je dis. C'est-à-dire ce que je suis en train de dire à propos de cette affaire n'est que 10 ou 20% de la réalité du dossier. Alors, il y a eu une autre affaire. Déjà, on a pris beaucoup de temps pour parler de l'affaire Lamedez. Elle est très complexe. On reviendra un jour avec les évolutions probables. On attendra à ce que le parquet national antiterroriste, encore une fois, va s'exprimer, oui ou pas. Est-ce qu'il y aura des mandats d'arrêt internationaux, oui ou pas? Là, pour le moment, c'est le suspense. Alors, il y a eu, en attendant, l'affaire du gel des avoirs des dirigeants algériens en France, qui a été un coup de théâtre. C'était la semaine dernière.
C'est l'Express, un média français, c'est Étienne Gérard, que nous avons eu le plaisir et l'honneur d'accueillir sur ce plateau même, qui a révélé cette information, mais en parlant d'une menace. Ce n'est pas une décision encore officielle. L'Algérie a réagi par un communiqué, à travers l'APS, pas un communiqué, mais à travers une dépêche d'une violence encore... c'est une violence inouïe, mais elle est devenue une violence médiatique habituelle dans les prises de position de l'APS. Et banale. Elle a dit, chiche, allez-y, chiche. Oui. Chiche, on n'a rien à se reprocher. Tout cet argent concerne d'anciens dirigeants déchus. Alors, est-ce que cette arme, c'est un pétard mouillé, comme le disent les autorités algériennes, et que la majorité des biens que la France pourrait geler, ça concerne des dirigeants déchus de l'époque de Bouteflika, et que les dirigeants actuels du régime Tebboune ne sont pas concernés, puisque ils se sentent, d'après ce qu'ils affirment en tout cas, ils n'ont pas volé de biens et ils ne les ont pas transférés, ils n'ont pas transféré leur argent vers la France. Alors, je vais vous parler d'abord des révélations de l'Express, parce qu'effectivement, ces révélations sont vraies, sont justes. Ce qu'écrit Étienne Gérard est puisé dans une note que j'ai consultée moi aussi, et il faut remettre le contexte. C'est un certain nombre de membres de plusieurs cabinets ministériels qui ont travaillé ensemble, des spécialistes qui ont travaillé ensemble au début de l'année 2025 pour imaginer ce qui a été annoncé, c'est-à-dire la fameuse réponse graduée. Et donc, on a demandé à des spécialistes dans le cadre de l'interministériel, donc c'est vraiment transversal, c'est le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, l'Élysée, etc., Matignon. Et donc, les différents conseillers ont travaillé ensemble pour faire des propositions sur les options qui pourraient être utilisées dans le cadre d'une réponse graduée. Pourquoi je vous donne ces précisions ? Parce que c'est au stade de projet qui attend un arbitrage de la part du président de la République, Emmanuel Macron, et qui n'est pas mis à exécution. Et regardez, c'est intéressant. Quand l'Express le fait, ou quand moi je sors un certain nombre de choses, l'Express, il est dans son rôle. C'est un média, il informe, il dit, voilà, dans le cadre de la réponse graduée, il y a une option. Parmi ces options, il y a une option qui est celle du gel des avoirs. Normalement, ça ne devrait pas appeler à une réponse officielle, puisque c'est un journal qui parle d'une option, d'une hypothèse. Ce n'est pas une source officielle, ce ne sont pas les autorités françaises qui ont affirmé officiellement vouloir utiliser cette option. Voilà, c'est dans le cadre d'un échange entre cabinets ministériels français, c'est une option qui est posée, elle pourrait être utilisée comme elle pourrait. Sauf que l'information a parlé d'une vingtaine de dirigeants qui ont été identifiés, une vingtaine de dignitaires du régime algérien, etc. Ouais, je vous dis, ça a titillé les autorités algériennes. Il y a 54 dirigeants et anciens dirigeants. Il n'y a pas 20. 54. Il y a 20 dirigeants en activité, il y a 34 anciens dirigeants, aujourd'hui à la retraite. Sur un potentiel global, et je crois que vous aviez l'information, de 801 personnes. 801 personnes, des Algériens, responsables, en exercice ou à la retraite, détiennent des avoirs en France et viennent régulièrement en France. Et les 54 sont les personnalités qui ont occupé les fonctions les plus importantes, on va dire. Des fonctions importantes et sur lesquelles il y a des soupçons sur l'acquisition de biens de façon frauduleuse, soit en piétinant les lois algériennes, soit en piétinant d'autres lois financières françaises, notamment celles que surveille généralement Tracfin, etc. Est-ce qu'il y a des personnalités issues de l'entourage de Tebboune ? Parce que l'Algérie de Tebboune, elle dit que c'est pas moi, c'est l'Algérie de Bouteflika. Je vais révéler. J'ai envoyé 51, justement, 54, c'est le chiffre qui correspond peut-être aux 51 commissions rogatoires envoyées par la justice de la nouvelle Algérie de Tebboune pour traquer et récupérer des biens volés par le régime Bouteflika. Oui, sauf que le régime de Tebboune ne réagit pas comme un régime sérieux, il réagit dans une logique de règlement de compte. Il instrumentalise la justice à des fins de règlement de compte. Ça, c'est un autre débat. Et oui, c'est un autre débat. Mais c'est un débat important parce que dans le lot de ceux qui ont participé à ce qu'ils appellent la bande, la fameuse Aïssaba, d'ailleurs Tebboune lui-même était membre de cette Aïssaba.
qu'on le veuille ou pas, pendant des années. Oui, politiquement. C'est pas quelqu'un, pas seulement politiquement. Pas seulement politiquement. Tebboune lui-même a des problèmes qui sont. Est-ce que Tebboune a des biens en France? Tebboune n'a pas des biens en France, mais la famille de Tebboune a des biens en France. Les enfants de Tebboune ont des avoirs en France. Attends. Il y a des attends. Il y a deux garçons de Tebboune ont des biens en France. Des avoirs, pardon. C'est-à-dire qu'ils ont des comptes bancaires. Il y a ce qui est identifié par les autorités françaises, ce sont les comptes bancaires, les biens immobiliers, les participations à des capitaux, l'investissement dans des locaux commerciaux, etc. Voilà, dans des locaux commerciaux, boursiers, etc. Donc tout ce qu'on appelle des avoirs financiers, le patrimoine. Ce patrimoine, il a deux enfants, Khaled Tebboune et Mohamed Tebboune. Deux garçons. Oui. Deux garçons. Donc les deux, Mohamed Tebboune, les filles, deux filles. Oui. Les deux garçons, Mohamed Tebboune et Khaled Tebboune, ont des avoirs en France. Ont des avoirs en France. Oui. C'est confirmé. Oui. C'est une information confirmée. Oui. Et que les autorités françaises pourraient donc l'utiliser pour geler. Oui. C'est-à-dire que M. Tebboune critique la France, vous êtes en train de m'enlever mes informations, les informations que je dois communiquer d'ici la fin de... Bon, je vous dis ça, je souris parce que je vous dis ça parce que ça fait partie des choses que j'ai vérifiées. Encore une fois, ma façon de travailler est la suivante. Moi, je ne suis pas un télégraphiste, c'est-à-dire que je ne prends pas les informations qui sont dans des dossiers ou des notes de synthèse ministérielles. Je recoupe et je vérifie les informations depuis plusieurs semaines. C'est pour ça que je n'ai pas pour l'instant voulu publier. J'ai les noms, je vais les publier probablement d'ici la fin de la semaine. Mais oui, parmi ces noms, il y a les deux fils de Abdelmajid Tebboune. C'est quand même incroyable. Pourquoi? C'est-à-dire leur père pratique une politique anti-française et les enfants détiendraient des comptes qui sont toujours opérationnels. Ils n'ont même pas fermé leurs comptes. Mais c'est toute l'hypocrisie de ce régime. Il insulte la France matin, midi et soir. Il insulte les valeurs de la République française matin, midi et soir. Il se dit contre la francophonie. Il a effacé la langue française quasiment partout. Et tous les caciques ou fils des caciques du régime sont en France. Et vous le savez. Mais on parle de ses propres enfants. Et s'ils ne sont pas résidents, ils sont régulièrement de passage, ils viennent plusieurs fois par an. S'ils ne sont pas résidents, ils détiennent des avoirs. S'ils n'ont pas d'avoir, ils sont étudiants, etc. Enfin, s'ils ne sont pas étudiants, ils ne détiennent pas d'avoir, ils viennent se soigner, voire leur femme vient faire de la chirurgie esthétique pour certains. Enfin, ça en devient pathétique. Je veux dire, à la limite, qu'ils détestent la France, moi, ça ne me pose pas de problème, je vais vous dire. Et ça serait cohérent parce que, de toute façon, leur comportement, leur attitude, leur politique n'a absolument rien à voir avec les valeurs de ce pays. Et je le dis clairement, absolument rien à voir. Ils ne sont pas laïcs, ils ne sont pas ouverts d'esprit, ils ne sont pas pour la liberté d'opinion, ils ne sont pas pour la liberté d'expression, ils ne sont pas pour la liberté de conscience, ils ne respectent pas les libertés individuelles et collectives. Donc, ils n'ont rien à voir avec le corpus idéologique de ce pays. Et je ne suis pas en train d'idéaliser, la France aussi a des problèmes, etc. Mais en tout cas, le projet de société qui fonde la République française, je veux dire, les dirigeants algériens, ils sont aux antipodes, ils sont plus proches d'Erdogan et je ne cite pas ce nom par hasard, ils seront plus proches d'Erdogan et du roi du Qatar, encore, si on pouvait les comparer, parce que au moins eux, ils ont une cohérence. Ceux-là, c'est quand même la honte. Pardon de le dire aussi simplement et de façon aussi triviale. Vous avez un pays qui est là, avec lequel vous avez une histoire, et qui a été, jusqu'à un passé récent, votre meilleur partenaire, voire le meilleur complice du régime algérien. Je parle de la France. Et eux, leur logique, c'est du populisme, insulter la France et abrutir les populations, leur inculquer la haine perpétuelle de la France et des Français, et même travailler pour que les binationaux... Les Français, est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi pathétique de la part de la France? Les enfants de Tebboune ont des biens ou de l'argent en France, et pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant pour sévir, alors que M. Tebboune a enclenché un bras de fer avec les autorités françaises? Mais il y a aussi la complicité de la France. Mais bien sûr, c'est pour ça que je le dis depuis, encore une fois, chez vous depuis tout à l'heure, et je le dis haut et fort, partout, depuis des années. Et je l'ai dit publiquement,
je l'ai dit publiquement et je l'ai dit dans toutes mes rencontres privées avec tous les responsables qui ont voulu évoquer ce sujet avec moi. Bien sûr qu'il y a une relation toxique et malsaine entre la France et l'Algérie depuis des années. Et je vous le redis, c'est pour ça que cette relation doit cesser. La France démocratique ne doit pas être la complice de la dictature algérienne. Ça suffit. Ça suffit. Et je le dis aussi avec gravité et sévérité à l'égard des autorités françaises et à l'égard d'Emmanuel Macron, qu'il le veuille ou pas. Qu'il le veuille ou pas. Parce qu'il y a une logique. Aujourd'hui, par exemple, un des sujets majeurs en France, c'est la question de l'immigration. Chaque pays est souverain pour parler d'immigration. Cela relève de la souveraineté nationale. Mais alors, aux autorités françaises, je dis la chose suivante. Ça suffit d'être les complices des dictateurs qui créent les malheurs de leur propre population et dans le même mouvement, interdire à ces mêmes populations de venir chercher un ailleurs meilleur. Ça suffit. C'est pas possible. Et donc, encore une fois, ce que je dis, pour revenir à votre question première, ce qui est important aujourd'hui, c'est que les choses soient mises à plat, me semble-t-il. Moi, je ne préjuge pas. Pour revenir au sujet des fortunes, comme c'est important, l'Algérie, l'APS a des chiches, publiez-les. Alors, est-ce que les autorités françaises... Mais je ne sais pas, moi je vais les publier. Moi je ne suis pas les autorités françaises. Est-ce qu'il y aura des journalistes comme toi qui vont finir par avoir cette liste et la publier intégralement? J'en sais rien. Chacun est libre et chacun est comptable. Est-ce que toi, tu vas la publier? Bien sûr que je vais la publier. Bien sûr que je vais la publier. Quand est-ce que tu vas la publier? Cette semaine. Cette semaine même. D'ici là, encore une fois, je termine 2-3 choses, 2-3 vérifications. J'attends de vérifier encore une fois un certain nombre de choses. Ce que je n'arrive pas à avoir, et je vais être honnête avec vous, c'est les numéros de compte. Parce que cela relève du secret bancaire. Voilà. Mais moi, j'aurais aimé, y compris, parce qu'ils aiment bien, alors je vais le dire en arabe, pardon, parce que comme ils nient y compris l'évidence. C'est-à-dire que ce régime-là, non seulement il n'a pas d'honneur, mais en plus, il est d'une lâcheté extraordinaire. Vous l'attrapez la main dans le sac, il vous dit non, c'est pas moi. Vous l'attrapez la main dans le sac, ou la main dans le pot de confiture, avec plein de confiture autour de la main, il vous dit c'est pas de la confiture. Il vous dit non, ça c'est pas de la confiture, c'est de la peinture. Donc, à un moment donné, moi je suis aussi comme eux un peu, j'ai gardé ça. C'est-à-dire j'ai ce jusqu'au boutiste. Je suis aussi un peu jusqu'au boutiste. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui me fera reculer. Ni la propagande mensongère, ni les insultes que je lis parfois sur Internet de la part de leurs petits relais, de leurs petits propagandistes, de leurs petits potes télégraphistes, etc. Ni les attaques ad hominem, ni les accusations diverses et variées, ni les tentatives de diabolisation. J'en ai vu d'autres pendant toute ma vie, toute ma carrière. Et ils ne sont pas pires que les islamistes. Même les islamistes ne m'ont pas impressionné. Ce n'est pas Tebboune et ces petits bras cassés qui vont m'impressionner. Ce régime, il est méprisable. Et là, vraiment, je parle en tant que citoyen, pas en tant qu'observateur uniquement, il est méprisable, ce régime. Mohamed Sefaoui, merci beaucoup. C'est très difficile de mettre fin à cette émission. Tu nous as bouleversés par les révélations que tu viens de faire. Ces révélations... Ça va bien se passer, tu vas t'en remettre. Là, je te tutoie. Voilà, en tout cas, c'est bouleversant dans le sens intellectuel aussi du terme. Ces révélations méritent un approfondissement. Donc, on te donne rendez-vous dans les prochaines semaines pour essayer de comprendre le pourquoi et du comment encore. On ne peut pas tout dire dans une seule émission. C'est pour ça qu'on essaiera de se contenter... On est forcé de se contenter que de cela. Le débat se poursuit sur les différents supports d'Algérie Part. D'ici là, je vous donne rendez-vous avec, je pense, Mohamed Sefaoui va revenir ici, certainement. Oui, je viendrai avec plaisir. Franchement, parce que je crois que ça va chauffer énormément encore dans les jours à venir. Et j'espère que cette relation entre l'Algérie et la France va s'assainir. Et j'espère surtout que les deux pays pourront enfin traiter d'égal à égal dans l'intérêt commun des deux pays et non pas dans l'intérêt commun de deux classes dirigeantes qui manigancent pour leurs intérêts purement personnels. Comme ça, prenez soin de vous. À la prochaine, Inch'Allah.